Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque nous avons deux invités qui ont participé à la compétition Pwn2Own 2022 sur la voiture connectée Tesla. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonsoir. Et moi-même, Hervé Schauer. Bonsoir. Alors, David, Vincent, est-ce que vous voulez bien vous présenter en 30 secondes ? Oui, moi je m'appelle David Bérard, je travaille chez Synactive depuis 5 ans. Je fais de la rétro-ingénierie logicielle et de la recherche de vulnérabilité, en particulier sur les équipements connectés. Mobile, IoT, etc. Et voilà, et donc j'ai participé au Pwn2Own de cette année avec Vincent. Alors Vincent dehors, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui. Moi c'est Vincent, ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe Reverse de Synactive et avant j'ai fait 8 ans de développement sur des systèmes embarqués. Alors première question, Pwn2Own, donc on a déjà fait des épisodes dessus, je pense que nos auditeurs savent ce que c'est une compétition de recherche de vulnérabilité, enfin d'exploitation de vulnérabilité avec beaucoup d'argent à la clé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer dans la catégorie véhicules connectés alors que c'est pas forcément la plus simple ? On va dire que la partie routeur domestique par exemple est probablement plus facile à aborder. Pour ma part, c'est surtout le challenge technique. C'est une catégorie qui existe depuis plusieurs années où il n'y a pas des soumissions tous les ans. À Pwn2Own, il n'y a jamais eu de soumission sur un vecteur d'attaque à distance. Et c'est ce qu'on a proposé cette année. Voilà. Donc c'est surtout le challenge technique que ça propose. Et j'imagine que vous faites ça, enfin ça prend énormément de temps, donc vous faites ça plus ou moins avec le soutien de votre employeur, mais jusqu'où ça a été ? Est-ce que vous avez eu accès à un véhicule ? Est-ce que vous avez loué un véhicule ? Est-ce que vous avez acheté un véhicule ? Enfin, combien de temps vous y avez passé, etc. C'est quoi l'effort pour rentrer là-dedans ? On a commencé il y a à peu près 1 an, donc 1 an avant la compétition, donc ça prend énormément de temps, et au début on y allait très progressivement. On a d'abord acheté, on a regardé s'il y avait des firmware en ligne, et on a trouvé des choses, mais c'était assez vieux, et on a acheté un premier ECU sur eBay US, qu'on a pu récupérer en France, et on a dumpé la flash qui était dessus. ECU, tu peux préciser pour les auditeurs ? Ouais, un ECU, c'est on va dire un calculateur d'une voiture. Et donc pour la Tesla, il y a peu d'ECU, mais c'est des gros calculateurs comparés aux autres véhicules. Et du coup, le fait d'avoir un premier ECU et surtout des premiers firmware dumpés, ça nous a permis de commencer à faire de la recherche de vulnérabilité. Donc vous achetiez une boîte sur Internet, qu'est-ce que vous trouvez dedans ? Est-ce que c'est du Linux ? Est-ce qu'il y a un TPM ? Est-ce qu'il y a du chiffrement de disque ? Est-ce qu'il y a des sécurités particulières ? Ou est-ce que vous avez passé par du JTAG ? Enfin, comment vous avez fait ? Alors nous, l'ECU qu'on a targeté, c'est le système d'infodivertissement. Donc c'est un système qui est basé sur un Intel Atom, donc qui tire parti du TPM qui est intégré à ce CPU. Le système, c'est un Linux. Le firmware dessus, il est pas chiffré, mais les partitions de données utilisateurs le sont et font appel au TPM pour stocker les clés. Voilà, donc en fait, en étant capable de dumper la mémoire sur le PCB, on récupère le firmware en clair, mais pas les données utilisateurs. Et ce que tu appelles les données utilisateurs, c'est des choses qui ne sont pas utiles pour l'attaque, par exemple, je sais pas, les playlists, les numéros de téléphone, la liste des devices Bluetooth associés, ce genre de choses. Ouais. Voilà, tout à fait, la liste des réseaux Wi-Fi sur lesquels la Tesla peut s'associer automatiquement, ce genre de choses.
mais tous les binaires qui sont exécutés sur le système sont contenus dans des partitions non chiffrées. Donc pour faire de la recherche de vulnérabilité, on a tout ce qu'il faut dans les parties non chiffrées. Et là, vous tombez sur quoi? Sur un Linux antidiluvien, sur un Linux avec un noyau avec des options temps réel, vous avez des binaires qui sont compilés avec du PIE, des trucs comme ça, ou ça ressemble à quoi? C'est quoi le niveau de maturité du logiciel? On a un build root sur la cible, et c'est... on va dire qu'ils ont l'habitude de faire de la sécurité, donc ils suivent les correctifs de sécurité, les CVE, et également il y a un fort niveau de hardening de quasiment tous les systèmes Linux que j'ai vus. C'est probablement le système le plus hardené que j'ai vu jusqu'à présent. Il y a vraiment beaucoup de niveaux de hardening, que ce soit à l'intérieur des binaires, surtout dans la réduction de la surface d'attaque. Ils ont vraiment coupé au maximum tout ce qu'ils pouvaient pour laisser quasiment rien à un attaquant. Et également au niveau du hardening, on va dire au niveau de l'exploitation, une fois qu'on a par exemple code d'exécution quelque part, les processus sont extrêmement sandboxés. Il y a à peu près 3 niveaux de sandbox sur leur système. Et qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des technologies, des technologies de container ou du NSGL ou des trucs comme ça, ou c'est des sandbox custom? Est-ce qu'ils ont leur propre hyperviseur? Non, alors ils utilisent Aparma pour isoler les accès aux fichiers, etc. Ils ont une autre sandbox qui est une sandbox qui permet de restreindre les syscalls, qui s'appelle Cafel, qui est fait par Google. Et après, il y a toute une sandbox réseau par-dessus ça pour limiter les communications interprocessus et les communications entre les processus et les autres ECU de la voiture. Alors comment vous avez fait pour trouver quelque chose avec tout ça? Et on a recherché des vulnérabilités dans... Alors nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une attaque remote. Donc on a listé toute la surface d'attaque qu'on avait dans des logiciels qui prenaient des entrées utilisateurs à distance. Et puis à force de recherche, on a trouvé une vulnérabilité. Donc on l'a trouvée assez rapidement, cette vulnérabilité, mais elle est très très complexe à exploiter. Donc on l'a laissé de côté pendant plusieurs mois pour revenir après parce qu'on n'avait rien trouvé d'autre. Et ça a fini par être la vulnérabilité qu'on a utilisée pour la compétition. Mais alors du coup, c'est quoi comme vulnérabilité? Est-ce que la base de code est en C, en C++, en Go, en Rust? Et du coup, en fonction de ça, quel type de vulnérabilité vous pouvez trouver là-dedans? Alors je pense qu'on peut pas dire exactement quel type de programme c'est, parce que ça va donner un indice sur quel composant est ciblé, mais par contre c'est une vulnérabilité de type corruption de mémoire. De toute façon, vous avez déjà dit que c'est le système de divertissement que vous avez attaqué. Oui. Donc c'est dans le système de divertissement qu'il restait une faille. Oui, tout à fait. Oui, voilà, mais il y a énormément de logiciels qui fonctionnent sur ce système. C'est un système complet. Mais le système de divertissement, il n'est pas autonome, il est relié au reste du véhicule? Alors sur la Tesla, il y a un seul écran de contrôle. Cet écran il va pouvoir vous servir à regarder Netflix comme à allumer vos essuie-glaces. Et donc forcément c'est le système d'infodivertissement qui va gérer tout ça et qui va lui envoyer des ordres. Par exemple, pour allumer les essuie-glaces, il va envoyer un ordre à une gateway, qui est un autre composant sur le PCB de cette ECU, qui lui va filtrer les messages et les transférer au reste de la voiture. Oui, donc il y a un firewall, donc a priori on ne peut pas faire grand chose à partir du système de divertissement. Alors on peut faire que ce qui est autorisé.
mais il y a déjà une surface assez importante parce qu'on peut par exemple ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, ouvrir les coffres. Ça laisse une large gamme de possibilités. À partir d'une exécution de code dans un processus, par contre, on a besoin d'y ajouter un autre type d'exploitation, soit un LPE kernel, soit une sandbox escape, pour pouvoir par exemple communiquer avec donc d'autres composants que le système d'infotainment. Oui, parce qu'en fait, le firewall, il est lui-même sur le CU. Donc, en fait, si vous avez le niveau de privilège maximum sur le système, vous pouvez en fait contourner les filtrages, c'est ça? Alors non, parce qu'il y a plusieurs CPU dans le CU. Donc le système d'infodivertissement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un Intel Atom. Et après, sur le même PCB, il y a un Freescale en PowerPC qui va lui être vraiment un système à part qui va gérer tout le firewalling des messages CAN et qui va laisser passer les choses. Donc il faut être capable de rebondir sur ce CPU pour être capable de contourner les filtrages. Donc CAN, pour les auditeurs, le bus de la voiture. Donc oui, le CAN, c'est les bus principaux qui sont utilisés dans les voitures qui permettent de communiquer entre les ECU. Donc c'est ça qui permet d'envoyer tous les ordres. Par exemple, comme on le disait tout à l'heure, dans le cas de la Tesla et je pense, la plupart des voitures, quand vous allumez vos essuie-glaces, il y a un ordre qui part sur un bus et qui va se retrouver jusqu'à l'ECU qui contrôle physiquement les essuie-glaces pour les allumer. Donc, vous parlez d'attaque remote, mais c'est remote comment? Parce qu'on se souvient tous de la démo sur la Jeep qui avait été faite il y a quelques années, qui passait en fait par le réseau GSM. Enfin, je sais pas si c'était GSM 3G, 4G. Là, c'est remote téléphonie, c'est remote Bluetooth, c'est remote Wi-Fi. C'est quoi c'est remote clé de contact? C'est quoi le vecteur? Alors, on passe par du remote Wi-Fi, mais la particularité, c'est que on n'a pas besoin de faire d'action particulière pour effectuer cet exploit. Il suffit juste de passer par exemple à côté d'une voiture pour pouvoir le lancer. Mais je comprends pas, il y a du Wi-Fi dans le système de divertissement, c'est ça? Ouais. D'accord, et le Wi-Fi il est actif dès que la voiture est allumée ou tout le temps ou... Tout à fait, oui. Ah oui, alors tout le temps ou dès que la voiture est en marche? Quand l'écran d'infotainment est en marche, D'accord. cet écran il peut se mettre en veille, il me semble. Je sais pas dans quelles conditions. Ce Wi-Fi, il était vulnérable ou... En gros, la question, c'est est-ce que vous devez connaître le mot de passe Wi-Fi ou est-ce que vous passez par une faille du chipset Non, alors on n'a pas besoin du driver on n'a pas besoin de connaître de mot de passe, il suffit qu'on soit à portée de Wi-Fi. Après, c'est un peu compliqué de donner plus de détails parce que ça va forcément révéler où se trouve la faille. Et pour l'instant, les correctifs sont en cours de déploiement et on n'a pas le droit de communiquer sur cette vulnérabilité. Mais voilà, on a juste besoin d'être à portée de réception Wi-Fi de la voiture. Alors, revenons sur le processus créatif, du coup. Rapidement, vous trouvez une faille. Et ensuite, par contre, vous passez beaucoup plus de temps à évader les sécurités en fait du Linux embarqué dans le système, voire du firewall. Comment ça se passe au niveau timing? C'est-à-dire que vous faites tout la dernière semaine, vous finissez l'exploit dans l'avion. Enfin, et à partir de quand vous avez acheté une Tesla quand même pour tester? Alors on n'a jamais acheté de voiture. La première fois où on a exécuté l'exploit sur une vraie voiture, c'était à Vancouver pendant la compétition. Donc on était aussi impressionné que tout le monde que notre truc marche. Ouais, par contre, pour la compétition, ils nous ont laissé la possibilité de d'abord faire notre vraie tentative sur une carte embarquée, ce qu'on a fait. Donc la compétition, on l'a faite sur une carte embarquée, et l'après-midi, Tesla nous a autorisé à tester notre exploit sur une vraie voiture. D'accord, donc en fait vous avez tout développé sur table et vous avez pris l'avion pour Vancouver et une fois sur place vous avez juste vérifié que ça marchait. Alors c'est encore pire, parce que 2 semaines avant la compétition, Tesla a fait une énorme mise à jour
Et dans cette énorme mise à jour qui comporte, je crois, 2 ans de commit sur quasiment toutes les libs, etc., et qui rajoute du hardening un peu partout, ils ont évidemment cassé notre exploit qu'on avait mis peut-être plusieurs mois à développer. Du coup, on a dû refaire quasiment au moins la moitié de notre exploit en 2 semaines. Et en fait, on est parti. On s'est inscrit à Pwn2Own sans avoir d'exploit fonctionnel. On l'a fait à l'arrache à la fin. Ouais, ça, c'est le jeu, non? Parce que j'ai souvenir que chaque année, 3 jours avant la compétition, tous les gens qui jouent à Pwn2Own, enfin tous les vendeurs qui sont présents à Pwn2Own update leur navigateur, leur hyperviseur, leur système d'exploitation, etc. Non? Ouais, ça arrive régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui râlent sur Twitter à l'occasion de ces mises à jour. En fait, on a un peu discuté avec Tesla quand on était à Vancouver après la compétition. Et c'est réellement un milestone de développement Pwn2Own pour les équipes sécu. Donc elles doivent release leur mise à jour et leur hardening avant la compétition. Est-ce qu'on a une idée de la manière dont se déploient les correctifs sur la flotte? Parce que j'imagine que c'est quand même des volumes assez gros, la connectivité de la voiture. Je ne sais pas comment la voiture récupère accès Internet, par exemple. Est-ce qu'il y a un accès 4G embarqué? Et est-ce qu'au bout d'un moment, si j'ai pas mis à jour mon firmware, ma voiture refuse de démarrer? Ou comment ça marche? Ou est-ce que j'ai des voitures qui tournent avec des firmware d'il y a 2 ans? Alors, dans les voitures, il y a une carte de connectivité qui dispose d'une connectivité LTE. Et dans les voitures qu'on a vues, c'est pas une option, quoi. Elle est présente. Et ça permet à la voiture de télécharger les mises à jour. Par contre, c'est l'utilisateur qui choisit d'appliquer ou pas les mises à jour. Et les mises à jour, elles sont pas distribuées d'un coup à tout le monde en même temps. En général, c'est par région ou par pays. Et après, ouais, il y a des tracking il y a des sites qui font du tracking de mise à jour des voitures. Et globalement, les flottes sont plutôt bien à jour parce que Tesla ajoute régulièrement des fonctionnalités et donc ça incite les gens à appliquer les mises à jour. Est-ce que le pilote automatique se trouve aussi dans ce calculateur ou c'est dans un équipement complètement différent? Alors il est dans le même boîtier, mais c'est un PCB à part. Donc c'est le même boîtier physique, mais il y a une communication Internet entre les deux. Et il est vraiment isolé, c'est 2 CPU différents sur cette borne. C'est de l'ARM Nvidia Tegra qui tourne là-dessus, donc c'est vraiment isolé. Et même le firmware est beaucoup plus compliqué à trouver. En gros, sur le système d'infodivertissement, c'est lui qui va uploader les mises à jour vers les autres ECU. Et il n'y a que l'autopilote qui est pas mis à jour de cette manière. Et donc c'est assez compliqué d'obtenir son firmware pour regarder comment il fonctionne. Et du coup, donc vous allez à Vancouver, vous développez en 15 jours un exploit qui marche. Là, si je me souviens bien, sur la vidéo, les essuie-glaces de la voiture se mettent à bouger. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous avez un tweet d'Elon Musk, vous êtes emmené dans une pièce spéciale. Et surtout, petite question, mais à laquelle j'ai déjà la réponse, est-ce que vous avez touché votre argent? Alors, pour l'argent, on en a touché une partie. Parce que en gros, la Sandbox Escape qu'on a utilisée pour pouvoir communiquer avec les autres ECU était déjà connue de Tesla. Donc, on a une partie de la chaîne d'exploit qui a été comptée comme partielle. Voilà. Et après, en fait, comment ça se passe après le passage à Pwn2Own, on part dans une pièce, une disclosure room, ce qu'ils appellent. Et donc là, il y a les gens de Tesla et les gens de ZDI. Et donc, on va donner tous les détails techniques sur la vulnérabilité. Eux, ils vont regarder si quelqu'un leur a déjà communiqué cette vulnérabilité, s'ils en ont connaissance en interne. Et voilà. Et après, on fait le point et ils déclarent la victoire ou non à ce moment-là. Et non, on n'a pas eu de tweet de Elon Musk suite à ça, malheureusement. Vous avez un passage dans le podcast No Limit Sécu, c'est déjà pas mal.
Ah ouais, mais quand même, le niveau de technicité aurait mérité un peu plus d'attention de la part d'Elon Musk. Il faut dire aussi que Chris Evans, qui était le concepteur originaire de la sandbox de VSFTPD, si je me souviens bien, est passé comme responsable sécurité chez Tesla. Donc je me demande si c'est lui qui a fait toutes les améliorations logicielles ou si c'était là avant ou si c'est arrivé après. Vous avez discuté un petit peu, vous avez établi des relations avec les équipes sécurité ou ils sont restés très distants et professionnels et ils sont contentés de... Est-ce qu'ils vous ont donné des indices sur ce qui se passait en interne, etc. On a rencontré 2 personnes de Tesla, des ingénieurs de l'équipe Sécu, et on avait une autre personne en remote aussi pendant la disclosure. Par contre, on n'a pas eu d'infos sur comment ça se passe en interne chez eux, quoi. Donc le fait d'être sur place physiquement dans la même pièce, ça aide pas à créer des relations de confiance et d'avoir un petit peu des infos en disant ah oui, ça c'est du code mort qui a été écrit par un tel, on va s'en débarrasser, ce genre de choses, quoi. Non, par contre, c'est assez marrant de discuter avec eux et de voir quand on leur explique sur quel point on a bloqué et quel point nous ont facilité la vie, de voir un peu leur réaction, parce qu'en fait, nous, pendant quelques mois, on a cherché à attaquer leur système, et eux, ils savaient implicitement que c'était ce type de choses, par exemple, qu'on pouvait target, donc ils faisaient un peu le boulot inverse, quoi. Donc c'était assez intéressant de voir. Oui, la vision des défenseurs n'est pas du tout la vision des attaquants, en fait. Ça, c'est vrai dans tous les domaines de la sécurité. Je pense à Lapsus avec son brute force de multifacteur qui va harceler l'utilisateur jusqu'à ce qu'il clique sur oui. C'est quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte dans les modèles de risque des RSSI, quoi. Alors, je vais poser une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, mais la rumeur dit que... Enfin, la rumeur... Twitter dit que en fait, il y a un OpenVPN qui est monté entre les voitures et le siège de Tesla pour justement faire du reporting sur les incidents de conduite, les mises à jour logicielles et autres. Est-ce que vous avez été tenté de partir de la voiture et de remonter un petit peu plus loin dans le réseau de management, ce genre de choses? Alors pour Pwn2Own, on n'a pas le droit de cibler l'infrastructure de Tesla. Donc non. Par contre, on s'est intéressé à leur VPN qui est pas OpenVPN pour le coup. Je crois qu'à une époque, ça a pu l'être sur certains devices. Peut-être des trucs de dev. Et ça l'était sur les vieilles modèles S. Il y a eu des articles. Je ne sais pas. J'ai lu qu'à un moment le VPN était tombé en panne et que c'est comme ça que les gens se sont rendus compte qu'il y avait un OpenVPN. Mais après, j'ai pas plus de détails, c'est pas du tout ma spécialité. En tout cas, on n'a pas cherché à attaquer les serveurs, quoi. La seule chose qu'on a essayé de faire, c'est quand on a récupéré l'ECU qu'on a acheté sur eBay, là, pour les mises à jour, il faut monter ce VPN. Donc on a essayé de monter le VPN et d'essayer de récupérer les mises à jour par ce biais-là. Mais Tesla désactive assez rapidement. Je pense que les ECU sont issus de voitures qui se sont crashées. Et les ECU sont assez rapidement désactivés sur les serveurs. C'était vraiment un point, on va dire, bloquant pour ce qu'on voulait faire, parce que on n'a jamais pu mettre à jour l'ECU qu'on avait acheté. Et donc on est resté à une version fixe et on n'avait pas les mises à jour. Donc potentiellement on passait énormément de temps à faire un exploit qui ne marcherait plus sur des nouvelles mises à jour, quoi. Et finalement la grosse limite à attaquer des véhicules, c'est que si tu es pas prêt à sacrifier entre guillemets un véhicule, c'est quand même hyper compliqué. Parce qu'en fait, idéalement, pour vraiment chercher des attaques, il faudrait un véhicule que tu désosses, si je puis dire, virtuellement, pour placer tes sondes à droite et à gauche, écouter ce qui se passe, mais que tu fais croire à Tesla que ce véhicule est toujours en fonctionnement normal. Oui, tout à fait, oui. Ouais, il faut... Donc ça, c'est quand même... Parce que je sais qu'il y en a certains qui avaient attaqué... le véhicule du patron, sauf qu'à la fin, même un garagiste assermenté
concessionnaire officiel et tout, il pouvait rien faire. Et la voiture, il l'avait tellement plantée qu'elle a dû retourner chez le constructeur. Autant dire que ce qu'ils avaient tenté dessus n'était pas passé inaperçu. Et ça, c'est aussi le risque, je pense, si tu achètes une Tesla puis que tu essayes de l'attaquer. Donc en fait, ce qui limite la surface d'attaque, c'est la difficulté en fait d'attaquer un objet aussi coûteux. Ouais, tout à fait. Mais par contre, pour Tesla, ils ont un programme spécial, le Security Researcher Programme, je crois, où ils nous autorisent par exemple à attaquer notre propre voiture si on se déclare dans ce programme. Et pour les attaques par exemple software, etc., on peut avoir un peu d'assistance par exemple pour remettre en marche quelque chose qui a été briqué ou autre, quoi. Par contre, évidemment, les attaques hardware où il faut dessouder des composants, je pense que ça rentre pas du tout dans le cadre. Et après, l'avantage de la Tesla et de ce système d'infodivertissement, c'est qu'il est assez facile à démarrer en standalone. Donc, pour moins de 400 € sur eBay, on peut trouver des ECU. Et c'est assez trivial de les démarrer. Donc on peut quand même bootstrapper ces recherches assez facilement. Ce qui serait intéressant, c'est de faire le crime parfait en faisant planter une Tesla à distance, sans qu'on comprenne. Ça, ce serait... Parce que bon, le système de divertissement, c'est intéressant pour aller plus loin, en fait. C'est comme porte d'entrée. Tout à fait, ouais. Mais justement, dans notre exploit... Le gros intérêt, c'est que déjà on est remote, c'est-à-dire qu'on est en dehors du véhicule quand on lance l'exploit, que c'est 0 clic et que à la fin on peut atteindre la surface d'attaque des autres composants, y compris de l'autopilote. Et est-ce que c'est persistant ? C'est-à-dire, si j'éteins ma voiture, est-ce que vous perdez votre shell ou est-ce que il y a une zone de... Enfin, est-ce que la mémoire de l'ECU, c'est une ROM ou c'est une mémoire inscriptible, quoi ? Alors, pour Point2One, il y a un add-on de persistance que nous, on n'a pas tenté. Mais il y a pas mal de mémoire inscriptible où on peut stocker des choses et il y a probablement des vulnérabilités qui permettraient de persister sur un reboot de la voiture. Et d'ailleurs, à Point2One cette année, il y a quelqu'un qui a tenté une attaque avec cet add-on, qui malheureusement l'a pas réussi. Mais il devait avoir une vulnérabilité qui le permettait. Ah, donc cette année, vous n'étiez pas les seuls à concourir dans cette compétition, dans cette catégorie, alors que les années précédentes, personne ne s'était présenté, quoi. Ouais. Alors cette année, nous, on a tenté un accès à distance, et la deuxième tentative, c'était en fait, il y a plusieurs points d'entrée possibles pour Point2One, et l'autre a tenté une attaque depuis le port Ethernet qui se trouve dans la boîte à gants. Donc ça veut dire que déjà, il faut se trouver à l'intérieur de la voiture et être capable de se brancher sur ce port pour lancer l'attaque. Et du coup, avec toute l'énergie que vous avez investie là-dedans, c'est quoi la suite ? Vous allez rejouer l'année prochaine ? Vous allez tout publier pour que des gens puissent s'y mettre aussi ? Ou vous allez vous faire embaucher par Tesla ? Non, la suite, c'est déjà que tous les constructeurs automobiles vont faire appel à vous. Il n'y a pas le choix. Vu l'investissement, j'espère que c'est le cas. Après, il faut retenter l'année suivante. Alors, vous allez y retourner ? Pourquoi pas. Pour l'instant, on s'est pas mis à chercher autre chose, mais pourquoi pas. Et après, ce qui va se passer, c'est aussi, on va présenter tous les détails techniques dans une conférence en octobre 2022 à Hexacon. Donc là, il y aura vraiment tous les détails de la vulnérabilité, vu qu'on aura passé le délai dans lequel on n'a pas le droit d'en parler. Et on va pouvoir détailler tout ça. Et est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui vont faire pareil ? Qui ont annoncé quelque chose, non ? En tout cas, Point2One, c'est le seul constructeur automobile qui participe. Je sais pas s'il y a d'autres constructeurs automobiles qui ont des programmes de bug bounty. Peut-être, je sais pas.
Oui, après, là, les montants en jeu sont quand même assez énormes, non? Enfin, c'était 200 000 $, non, le montant maximal pour un exploit remote 0 clic. En cumulant tous les add-ons, je crois qu'on pouvait monter à 600 000 $. Nous, avec ce qu'on a fait, on a eu 75 000 $. Avec la Sandbox Escape. Ah ouais, c'est pas beaucoup vu le boulot, hein. Puis en plus c'est imposé, hein, donc faut que les auditeurs croient pas que c'est du net. Hein. Ouais, mais après, nous on était dans une situation un peu bizarre parce que, en fait, pour faire du remote, Tesla pensait qu'il fallait compromettre plusieurs composants. Et nous, en fait, dans notre exploit, on n'en compromet qu'un, que l'infotainment. Donc c'est pas un cas en fait qui était un peu anticipé de la part de Tesla. C'est pour ça qu'on est dans une entrée un peu bizarre. En fait, on est dans la même entrée que si on était à l'intérieur du véhicule à pouvoir faire des choses sur l'écran, etc. quoi. Oh bah c'est un peu triché de leur part quand même. Bah on n'était pas, enfin on était vraiment un peu, on n'était pas dans les règles quoi, dans ce qu'on a fait. Ouais, vous auriez été américain, vous auriez eu le max. Mais comme vous êtes français, bon, on trouve un arrangement. Après, initialement, on avait aussi prévu de faire un LPE kernel, en plus du Sandbox Escape, qu'on a bien avancé, hein, je crois qu'on l'a développé à peut-être 90%. Et en fait, vu qu'on a eu une mise à jour 2 semaines avant, on n'a pas eu le temps de s'occuper de ça pour la compétition, donc on a un peu abandonné. Par contre, on a reporté 2 bugs qui permettent de LPE le lendemain de la compétition. Donc pour les auditeurs, LPE c'est Local Privilege Escalation. Tout à fait. Le fait de passer route à partir d'un utilisateur classique. Après, je ne sais pas comment fonctionne le secteur automobile, mais j'ai l'impression, en tout cas dans d'autres secteurs, que peu de constructeurs en fait construisent la voiture à 100% et qui se contentent d'assembler en fait des calculateurs ou des pièces achetées auprès de sous-traitants. Et donc du coup, là, ça devient beaucoup plus compliqué pour d'autres constructeurs de faire un bug bounty sur un ECU qui ne font qu'acheter en fait à un sous-traitant. Ils n'ont pas le choix. Ils ont beau être intégrateur, c'est l'intégrateur qui est responsable du produit final. Et donc, oui, mais est-ce que ça lui donne le droit juridiquement d'autoriser le reverse engineering de son produit? Ça lui donnait pas jusqu'à récemment, mais l'automobile se réingénère très très fortement avec les nouvelles normes en vigueur. Donc je pense que ça va bien bouger. Bon, David ou Vincent, est-ce que vous voulez apporter le mot de la fin? Bon, alors on vous félicite, hein, on est très fiers que ce soit une équipe française qui réussit. Hein, un très grand bravo. Ça a quand même fait pas mal de buzz, ça c'est quand même top, génial. Et j'espère que vous réussirez une deuxième fois. Pour continuer dans le buzz très positif que ça donne à la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, après, nous, on s'est aussi beaucoup amusé à faire ça, donc même si c'est beaucoup de travail, c'était aussi assez agréable comme recherche. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.